Assalamu alaikum, je sais pas trop comment est-ce que vous vous sentez ces derniers temps, mais moi je sais que ça va pas fort. Vous savez, j'aime beaucoup vous partager tous mes conseils en lien avec la religion, la spiritualité, tout ce qui est utile pour pouvoir se rapprocher de son Seigneur, pour pouvoir devenir de meilleures personnes, de meilleurs croyants, de meilleurs musulmans. Mais à quoi ça sert de faire tout ça si je ne peux pas m'exprimer sur les injustices que notre communauté vit, sur les injustices qui frappent les musulmans en France? Depuis la mort d'Abou Bakr Sissé, Allah yarhamou, qu'Allah lui ouvre les portes du paradis, qu'il lui fasse miséricorde, qu'il lui permette d'accéder au plus haut degré du paradis, le Firdaus, je me sens, dites Amin d'ailleurs, je me sens submergée par ce contexte hyper anxiogène qui se dégage des politiques et des médias. L'acte barbare, l'acte islamophobe qu'a subi Abou Bakr a reconfirmé une chose, c'est qu'en France, les musulmans n'auront jamais leur place, qu'ils seront toujours jugés, toujours moqués, toujours détestés, au point de leur retirer la vie. Mais pas que. Cet acte islamophobe, il a aussi réussi à nous montrer qu'il y aura toujours une différence de traitement, une différence dans le traitement que l'on reçoit. Et il suffit juste de voir la manière dont certains ont crié à l'antisémitisme pour tout et n'importe quoi, et surtout dans le contexte en fait de la guerre en Palestine. Mais quand il s'agit de qualifier un acte d'islamophobe, on bégaye, on choisit d'autres mots, on invente une autre version des faits, une autre version de l'histoire. On est face à ce fameux deux poids deux mesures. Et au fur et à mesure de cette affaire, je me suis rendu compte que le mot islamophobe, il n'a pas été utilisé par nos politiques dans leur prise de parole. Par exemple, chez Macron, lui, il a utilisé le mot racisme et le mot haine, mais il n'a jamais parlé d'islamophobie. Et quant au ministre de l'Intérieur, le fameux Bruno Retailleau, qui est également le ministre des cultes, il a fait bien plus que d'éviter ce mot, mais on va y revenir plus tard. Vous savez, dans des contextes aussi tendus, le choix de nos mots ont une énorme importance. Ils peuvent apaiser une communauté qui se sent ciblée, qui se sent en danger, etc. Ou au contraire, ça peut installer en elle un sentiment de peur, un sentiment de vulnérabilité ou encore de colère. Et malheureusement, ça a été le cas en fait, en cherchant à invisibiliser ou juste en cachant une réalité, et cette réalité-là qui est l'islamophobie et qui concerne des millions de personnes, eh bien, on en vient à limite tolérer des actes barbares et créer encore plus de haine et de peur. Et justement, sur cette affaire, Bruno Retailleau, qui de par son titre aurait pu apaiser certaines tensions, n'a pas hésité à enchaîner les prises de position aussi dérisoires les unes que les autres. Et en vérité, depuis le jour où il a été nommé ministre de l'Intérieur, ministre des Cultes, depuis son arrivée à Matignon, c'est à la France entière qu'il a déclaré sa passion pour l'Algérie, ou sa nostalgie pour l'Algérie sous colonisation, sa passion pour la plume de Boualem Sansal, pour les OQTF, et surtout pour le voile, dont son interdiction dans les compétitions sportives, cette fameuse phrase qu'il a balancée lors d'un de ses meetings à bas le voile, ou encore, récemment il a redit, son souhait de l'interdire dans les facultés. Retailleau, il a continué de se ridiculiser sur l'affaire d'Abou Bakr Sissé à plusieurs moments, notamment dans le fait qu'il a, vous savez, il a expliqué son refus ou son retard dans la rencontre avec sa famille, la famille d'Abou Bakr Sissé, par le fait qu'il était en situation irrégulière et que sa famille était à l'étranger, donc par conséquent c'était trop difficile, pas très facile de rencontrer sa famille ou je ne sais quoi ou qu'est-ce, sur le fait qu'il n'a pas annulé son meeting qui prenait place dans l'Ain plutôt que de se rendre sur place sur le lieu du crime. Il y a plein de choses qu'il a faites et je suis pas là pour vous en faire la liste, mais je pense que on est face à des personnes qui malheureusement ne prennent pas en compte leurs responsabilités et leur rôle dans des affaires aussi gravissimes. Si certains de nos politiques, et je mets de côté tout ce qui est tous les membres de LFI parce que vraiment pour le coup ils n'ont pas eu de langue de bois sur ce sujet-là, je reviens à ce que je disais, si certains des politiques n'assument pas la responsabilité, qu'est-ce qu'on doit dire des médias? Parce que forcément, eux aussi, ils ont leur part de responsabilité. Et notamment dans le fait de donner la parole à tout le monde et à n'importe qui. Et ça a été le cas justement avec le recteur de la Grande Mosquée de Paris, je pense que vous avez sûrement dû voir ça, qui a déclaré que le voile ne devrait pas exister en France. Alors, c'est la réponse qu'il a donnée quand on lui a demandé ce qu'il pensait du « abat le voile » de Retailleau.
Donc il a commencé son discours en nous disant ça justement, que le voile ne devrait pas exister en France. Puis ensuite il a essayé de réharmoniser le truc en disant que oui, bon, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'une fille, une petite fille porte le voile en France, elle va à l'école pour étudier, mais pour le coup je suis pas d'accord avec Retailleau qui nous dit que qui veut interdire le voile dans les facultés, etc. Enfin bref, un discours turclé, d'accord. Moi, du coup, j'ai une question, c'est comment est-ce qu'on peut continuer à poser du respect sur les musulmans après cela? C'est-à-dire que d'un côté, on nous tape dessus H24, de l'autre côté, au sein de notre communauté, on va avoir des personnes qui n'arrivent pas à tenir les bons discours pour pouvoir un minimum protéger leur propre communauté. Comment est-ce qu'on peut continuer à poser du respect sur les musulmans après ça? Et justement, c'est là où la justice est censée faire son travail. Sauf que sur cette affaire, je pense que vous avez vu, hein, la justice n'a pas retenu la qualification terroriste. Le procureur anonyme a tout simplement écarté cette idée-là, écarté cette hypothèse. Et vraiment, je suis pas là pour entrer dans les détails du pourquoi, du comment, parce qu'on le sait, la justice française est vraiment à géométrie variable. Un jour tu comprends, le lendemain tu comprends pas. Mais en tout cas, ce qui ressort de cette décision-là, c'est qu'il n'y a pas d'organisation derrière l'auteur des faits, que c'est pas une attaque personnelle. Et on a l'auteur des faits qui a déclaré qui nie en tout cas avoir agi par haine de l'islam, et que sur le moment il aurait une pulsion de tuer la première personne qu'il trouvait. Honnêtement, j'ai pas envie de plus creuser sur ces aspects-là, sur la justice, sur les médias, sur les politiques, parce que à eux trois, finalement, on se rend compte qu'ils ne nous rendent pas justice. À eux trois, finalement, on se rend compte que c'est compliqué pour nous de se faire une place, de se faire entendre, de se faire écouter, de se sentir défendu. Et j'ai envie de terminer cet épisode-là par une question. Face à tout ça, comment est-ce qu'on est censé réagir? Vendredi dernier, l'imam de ma mosquée, qu'Allah le préserve, il a commencé son discours en nous disant qu'il fallait être vigilant et surtout se préparer. Il nous disait que dès l'année prochaine, donc en 2026, on va avoir les élections municipales et en 2027, les élections présidentielles. Et que par conséquent, on devait se préparer à entendre tout et n'importe quoi sur les musulmans. Et dans les médias et chez les politiques. Et c'est là où justement va se jouer un point important en fait au sein de notre communauté, c'est de savoir décrypter ce qu'on nous balance à la télévision, ce que les politiques nous balancent. De comprendre comment est-ce que ça fonctionne les médias. Et surtout de rebondir dessus, de vérifier certaines informations, de faire du fact-checking par exemple. Bon, ça c'est pas lui qui l'a dit, c'est moi qui l'ajoute ici. C'est hyper important parce qu'une grande partie déjà des Français, une grande partie des personnes qui comprennent mal les choses, sont déjà emportées par certains discours. Et si en plus de ça, nous en tant que musulmans, on n'arrive pas à décrypter les discours des politiques, on n'arrive pas à décrypter les médias, etc. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait pour rester unis? Comment est-ce qu'on fait pour rester solidaires dans des moments aussi compliqués où on est la cible en fait? Et c'est là où le musulman, il a besoin, il doit comprendre qu'il a un rôle à jouer au sein de la société. Vous savez, pour la plupart d'entre nous, la plupart des musulmans, on a tous, nos propres origines, on est enfant de parents ou de grands-parents immigrés, pour la majorité on est présent en France depuis 3 générations, donc on a cette binationalité souvent, cette biculture, deux identités totalement différentes, mais c'est pas pour autant qu'il faut laisser de côté cette identité française. Parce qu'elle fait quand même partie de nous. On parle cette langue-là, on est né ici, on travaille ici, on a de grandes chances de rester dans ce pays. Et il faut comprendre en fait que on fait quand même partie de cette société-là et que par conséquent, on n'est pas censé se faire rouler dessus. Qu'on n'est pas censé non plus trop rester de côté. On a notre rôle au sein de la société, c'est ce que beaucoup d'imams disent aujourd'hui, et j'ai la chance de pouvoir être dans une mosquée où on nous le rappelle souvent. On nous rappelle souvent que voter c'est important, on nous rappelle souvent que agir, être présent au sein des associations, dans les quartiers, de réveiller un petit peu les gens autour de nous et de leur dire que on est important et qu'on joue un rôle important, c'est
c'est plus que nécessaire dans des contextes comme ça, parce qu'on n'est pas censé s'effacer en fait, on n'est pas censé se mettre de côté. Et c'est là où justement la situation s'empire, si on se met de côté. C'est là où justement on donne l'occasion aux opposants de faire ce qu'ils veulent de nous. Et en fait, je suis désolée, mais c'est pas le but. Hein. Et je vais terminer sur ça, mais je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin d'être soudés entre nous, au sein de la communauté musulmane, hein. Autant besoin d'être unis, autant besoin de se dire ok, on est ensemble dans ça et on est censé s'aider, on est censé parler de ce qui va, de ce qui va pas. Et le fait d'avoir, rien que ça, d'avoir constaté que la mort d'Abou Bakr al-Sisi, elle avait réuni autant de personnes dans les mosquées, que ça avait permis de faire plein de salat el-janaza dans plein de mosquées en France, que son convoi funéraire, il a réuni mais des milliers de personnes. Le fait même de voir ça, on se dit que on a beaucoup plus de pouvoir, je pense, que ce qu'on imagine, et que faut mettre ce pouvoir-là, cette énergie-là, dans des choses qui peuvent justement nous apporter du bien et qui peuvent justement faire de nous des gens respectés et des gens écoutés. Et sans oublier que ça peut nous aider à combattre les idées de l'extrême droite et de la droite française. Voilà, je dis ça, je dis rien. Donc voilà, vraiment, je vous ai juste partagé toutes les petites choses que j'avais en tête ces derniers temps. Je pense que j'avais besoin de parler parce que j'avais essayé de le faire sur les réseaux sociaux, mais je trouvais pas les bons mots. Et puis c'est tellement compliqué de savoir comment est-ce qu'on se sent, c'est tellement dur de trouver les bons mots aussi. J'ai beaucoup galéré à écrire cet épisode-là, entre reprendre certains faits, mais en tout cas qui m'ont marqué et que j'ai partagé ici. Et puis de l'autre côté, essayer de trouver un sens à tout ça. Ça n'a pas été évident, mais en tout cas j'ai trouvé le fin mot de cet épisode-là, c'est vraiment de rester unis et solidaires entre nous. Et puis s'il y a une dernière chose que je peux dire, c'est de vraiment parler librement, parler ouvertement. Parce que vous savez, moins on s'exprime sur ce qui va pas, et plus on invisibilise, plus on va venir cacher une réalité qui touche aujourd'hui des milliers, des millions de personnes. Et vraiment, c'est pas le but en fait. Alors que libérer la parole dessus, ça va vraiment permettre de mettre en lumière ce qui va pas. Donc voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Juste une chose à vous dire, c'est que j'espère pouvoir vous retrouver la semaine prochaine avec un petit peu plus d'enthousiasme et de joie dans la voix, dans le cœur. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode-là. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, c'est safia.podcast sur Instagram et TikTok. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Assalamu alaikum.